Merci beaucoup de nous écouter. Ce week-end dernier, je me suis entretenu avec un journaliste chevronné, l'un des rares journalistes constants et de principes restants, Aaron Maté. Il est l'animateur de Useful Idiots avec Katie Halper et il écrit pour The Grey Zone et il est mon invité aujourd'hui. Nous avons discuté de plusieurs questions importantes Aaron a couvertes dans le passé, qui sont à bien des égards devenues plus pertinentes que jamais. Le directeur du FBI, Christopher Wray, a fait face à de vives critiques de la part des démocrates partisans pour ses critiques de Russiagate. Kash Patel a longtemps documenté et critiqué les abus de pouvoir de l'État sécuritaire au nom de l'élimination de Trump, et Aaron se joint à moi pour analyser cela. Nous avons également discuté de l'impuissance de la politique anti-guerre de gauche au Congrès aujourd'hui. Et nous avons comparé comment Joe Biden et Donald Trump ont géré la situation à Gaza jusqu'à présent. Si vous avez apprécié cette interview, veuillez envisager de vous abonner à ma page locale, dont le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Cela aide à promouvoir et financer le journalisme indépendant original que je fais. Merci et profitez-en. OK. Donc Aaron, merci beaucoup d'être venu aujourd'hui et d'être avec moi. Cela signifie beaucoup. Content d'être ici. Donc, je veux commencer par quelque chose dont vous avez parlé récemment, plus tôt ce mois-ci. Cela concerne le Russiagate, qui je pense a été vraiment conséquent. Cela a vraiment déclenché un réalignement radical dans notre politique auquel je ne pense pas que nous ayons encore pleinement fait face. Vous savez, les libéraux, qui étaient autrefois opposés à l'État sécuritaire et à ses abus et violations des libertés civiles, ont commencé à vénérer ce même État sécuritaire. Vous savez, ils ont élevé des menteurs, entraînés comme John Brennan au rang de vedette, parce qu'ils ont promis aux libéraux des informations compromettantes sur Trump. Le récit qu'ils ont présenté, l'État sécuritaire selon tous les témoignages, a pris naissance avec le dossier Steele discrédité, dont vous avez longuement parlé. Dès le début, vous faisiez partie des 2 ou 3 journalistes, y compris Glenn Greenwald, qui ont exprimé un certain scepticisme envers ce récit. Et vous avez récemment écrit un article sur les origines de l'enquête du FBI menée par Andrew McCabe en 2017 sur Trump, qui a constitué une partie de la base du Russiagate, avec l'enquête Crossfire Hurricane de 2016. L'article s'intitule « Le FBI cache encore des détails clés du Russiagate », montre des documents récemment publiés. Pouvez-vous rappeler aux gens à quel point le Russiagate était important dans la politique intérieure américaine et expliquer ce que le FBI cache encore à propos de ces événements clés? L'importance de Russiagate, je pense, peut être comprise à partir de ce que vous avez dit au début, à savoir qu'il n'y a pas eu de prise de conscience à ce sujet. Et il n'y a pas eu de prise de conscience parce que tout le monde y a cru. Et donc c'est vraiment un moment où l'empereur est nu, où les médias de tout le spectre, vous savez, les grands médias établis, CNN, MSNBC, New York Times, Washington Post, mais aussi, malheureusement, presque tout le spectre des médias progressistes, d'où je viens, à quelques exceptions près, y ont cru. Et nous parlons de l'une des théories du complot les plus stupides de tous les temps. L'idée que le président des États-Unis était victime de chantage par la Russie, tout en participant à une vaste conspiration avec Moscou pour gagner l'élection. C'est tellement ridicule. Et cela allait à l'encontre non seulement de toutes les preuves qui étaient réellement apparentes en ce qui concerne les détails du Russiagate qui ont émergé de l'enquête Mueller et d'autres investigations, mais aussi, simplement, des politiques réelles de l'administration Trump. Alors que les démocrates et leurs alliés médiatiques fantasmaient sur un complot et un arrangement de chantage entre les républicains, Trump et Poutine, Trump intensifiait radicalement les tensions avec la Russie en déchirant le traité INF, en envoyant des armes à l'Ukraine qu'Obama ne voulait pas envoyer, en essayant de renverser l'allié clé de la Russie en Amérique latine,
le Venezuela, et ainsi de suite. ally in Latin America, Venezuela, on and on and on. So of course there's been no reckoning with. Bien sûr, il y a eu une prise de conscience à ce sujet, parce que tant de personnes puissantes ont cru à ce que je pense être la théorie du complot la plus stupide de l'histoire des États-Unis, certainement la plus dommageable et répandue. Et puis regardez la situation actuelle. Maintenant que Trump est revenu au pouvoir, vous n'avez pas encore vu de grandes manifestations. La résistance, on a l'impression qu'elle est dégonflée. Je ne veux pas dire qu'elle est entièrement dégonflée. Mais pourquoi est-ce le cas? Eh bien, l'une des grandes raisons est que lorsque Trump est arrivé au pouvoir, les gens qui ont adhéré à Russiagate ont canalisé l'opposition véritable à Trump. Et il y a tant de raisons de s'opposer à Trump dans cette théorie du complot. Les gens oublient cela maintenant, mais réfléchissez-y. People forget about this now, but just think about this. There were bigger protests under Trump. Il y a eu de plus grandes manifestations sous Trump après qu'il ait renvoyé Jeff Sessions, un républicain très à droite et sénateur de longue date, qui était le procureur général de Trump. Il y a eu de plus grandes manifestations libérales contre le licenciement de Jeff Sessions qu'il n'y en a eu contre la réduction des impôts par Trump, d'une manière qui favorisait les riches. Parce que lorsque Trump a renvoyé Sessions, et encore une fois, c'est difficile de s'en souvenir maintenant, parce que c'est si loin, et cela semble si stupide. Les gens croyaient vraiment que cela signifiait que Trump essayait de fermer l'enquête Mueller parce que Jeff Sessions avait été renvoyé. Donc littéralement, les libéraux sont sortis à Times Square et dans d'autres enclaves libérales à travers le pays pour essayer de sauver le poste de Jeff Sessions, un républicain d'extrême droite. Extreme, like a far-right Republican. That's how dumb this thing got. So, c'est à quel point cette affaire est devenue stupide. Donc, pas étonnant qu'il n'y ait pas eu de réflexion. Et l'une des conséquences dans le monde réel, en plus de saper la résistance à Trump, a également été d'escalader les tensions avec la Russie, parce que cela a effectivement criminalisé la diplomatie avec la Russie. Trump parlait de s'entendre avec la Russie, mais, dans les premiers mois de son administration, il a abandonné cela face à cette enquête et à cette croyance répandue qu'il faisait vraiment les affaires de la Russie, ce qui l'a incité à être un dur à cuire contre la Russie. C'est exactement ce que son administration a fait, et ce qui a contribué à mener d'ailleurs à une guerre par procuration en Ukraine. Ce n'était pas seulement les politiques de l'administration Biden qui ont alimenté cette guerre. C'était aussi les politiques de l'administration Trump, y compris, par exemple, le retrait du traité INF susmentionné et l'alimentation de la guerre qui se déroulait entre l'Ukraine et les Russes ethniques soutenus par la Russie dans l'est du Donbass, plutôt que de soutenir les accords de Minsk. Et d'ailleurs, le premier impeachment de Trump, qui a été largement réalisé en réaction à l'échec du Russiagate, de quoi s'agissait-il? Il s'agissait de Trump suspendant les armes à l'Ukraine, tandis que Giuliani faisait pression sur l'Ukraine pour qu'elle ouvre une enquête sur les Biden. Et donc, le Russiagate et l'échec du Russiagate ont également incité les démocrates à redoubler d'efforts avec un impeachment qui se concentrait sur la manière dont Trump mettait en danger les États-Unis en suspendant d'une manière ou d'une autre les armes à l'Ukraine. En bref, tout cela a alimenté non seulement une théorie du complot délirante, mais aussi le militarisme, ce qui est exactement ce que les néoconservateurs derrière Russiagate ont toujours voulu. Je suis désolé, c'est une réponse longue à votre question, qui est « De quoi parle mon article récent ?» Eh bien, j'ai simplement dit qu'au début de la présidence de Trump, il a abandonné ses appels à la coopération avec la Russie. Mais pendant ce temps, que faisait le FBI? Eh bien, le FBI a décidé, après que Trump soit à la Maison-Blanche, qu'une enquête sur le complot fictif de sa campagne avec la Russie ne suffisait pas. Il devait y avoir une deuxième enquête. Et c'était une deuxième enquête ouverte en mai 2017, juste quelques mois après l'investiture de Trump, le soupçonnant personnellement
d'être un agent russe, prenant essentiellement des ordres de la Russie pour exécuter ses volontés. Parce que pour une raison quelconque, Andrew McCabe pensait que cette enquête, déjà ridicule, qui se déroulait sur l'entourage de Trump, n'était pas suffisante. Et pourquoi a-t-il décidé d'ouvrir cette enquête sur Trump en tant qu'agent russe, alors que Trump était à la Maison-Blanche? Eh bien, nous ne savons pas, parce que le document que j'ai obtenu de la part du FBI via une demande de la loi sur la liberté d'information est le document d'ouverture pour lancer cette enquête. Mais la partie qui expose la base factuelle de l'enquête est entièrement caviardée. Donc, le FBI, quelques années plus tard, cache toujours pourquoi il pensait avoir des raisons d'enquêter sur le président en exercice en tant qu'agent russe. Mais McCabe a indiqué publiquement ce qui l'a poussé. Trump venait de licencier James Comey. Et donc McCabe s'est dit, eh bien pourquoi licencierait-il James Comey, à moins qu'il n'ait quelque chose à cacher sur ses liens avec la Russie? C'était essentiellement la logique d'Andrew McCabe, qui est juste, vous savez, moronique, ne commence même pas à la décrire. Et ailleurs, McCabe ne l'a pas admis, mais le New York Times a rapporté que le dossier Steele faisait partie des préoccupations qui ont également alimenté McCabe ici. Et cela avait du sens, parce que contrairement à ce qui est maintenant le récit dominant, et le New York Times a récemment essayé de recycler cette affirmation, le FBI se basait sur le dossier Steele. Et le dossier Steele a joué un rôle énorme dans l'enquête. En fait, je ne pense pas que l'enquête originale sur Trump-Russie aurait été lancée sans le dossier Steele. Parce que l'histoire officielle, c'est ce que vous obtenez du FBI et du New York Times, était que le dossier Steele n'avait rien à voir avec la décision du FBI d'ouvrir l'enquête originale sur Trump-Russie, qui a commencé le 31 juillet 2016. Et ils disent que le fondement était uniquement le fait qu'ils ont reçu ce tuyau à propos d'un bénévole de campagne de Trump de bas niveau, nommé George Papadopoulos, qui a suggéré une sorte de suggestion, je cite, que les Russes pourraient aider Trump. C'est tout. Et cela, disent-ils, était leur raison d'ouvrir une enquête sur une campagne présidentielle sous suspicion de conspiration avec la Russie. Je suis désolé. Cela ne tient pas la route. Ce qui a du sens, c'est qu'au moment où le FBI a ouvert cette enquête, leurs agents avaient déjà reçu le dossier Steele. Car quelques semaines plus tôt, début juillet 2016, Victoria Nuland, une néoconservatrice de carrière et une actrice majeure dans le coup d'État en Ukraine de 2014, contre lequel Trump ne faisait pas campagne, mais Trump disait certainement des choses pendant sa campagne qui auraient annulé ce projet d'utiliser l'Ukraine pour une guerre avec la Russie. Parce que l'une des choses que Trump a dites en 2016 était que nous ne voulons pas avoir une troisième guerre mondiale avec la Russie à cause de l'Ukraine. Donc, Victoria Nuland, n'aimant pas ce qu'elle entendait de Trump, a essentiellement aidé à faciliter la rencontre d'un agent du FBI avec Christopher Steele début juillet 2016 pour obtenir une copie du dossier de Steele. Et puis, cet agent du FBI a fait circuler ce dossier à d'autres personnes au sein du FBI. Mais le FBI voulait croire que ça n'avait rien à voir avec sa décision, quelques semaines plus tard, d'ouvrir une enquête sur Trump en tant qu'agent russe. Je n'y crois pas, mais ce n'est qu'un des nombreux problèmes flagrants concernant la manière dont le FBI a mené cette enquête, et le fait qu'il cache encore, des années plus tard, leur décision d'enquêter sur un président en exercice en tant qu'agent de la Russie. Je veux revenir sur quelque chose que vous avez dit vers le milieu de votre réponse. Cela concerne les implications de politique étrangère de Russiagate. Et je pense que Stephen F. Cohen avait vu tout cela venir. Il a observé en temps réel comment les libéraux ont abandonné leur scepticisme envers la communauté du renseignement, ont plutôt embrassé l'État sécuritaire et ont répété aveuglément ses déclarations sur Russiagate
et tout le reste. Mais il a aussi décrit comment Russiagate avait permis aux faucons russes qui voulaient armer l'Ukraine et avaient depuis longtemps voulu que les États-Unis affrontent la Russie et Poutine. Et il a décrit comment l'État sécuritaire et leurs alliés médiatiques ont utilisé Russiagate pour faire pression sur Trump afin qu'il adopte une position ferme sur Poutine et l'Ukraine. Et il a prédit en fait que cela mènerait à une guerre avec la Russie. Il a même intitulé son livre War with Russia, ce qui est exactement ce qui s'est passé. Alors pourquoi personne ne l'a-t-il écouté? Et l'Ukraine est maintenant détruite à cause de tout cela. Quelqu'un sera-t-il tenu responsable? Pourquoi les gens n'ont-ils pas écouté le regretté et grand Stephen F. Cohen, qui était un ami et mentor pour moi? Parce qu'il avait raison, et il ne voulait pas entendre la vérité. Et il y a deux dynamiques principales ici. En général, nous vivons dans un système de propagande si sophistiqué que même les personnes qui se considèrent à l'extrémité libérale du spectre, qui se considèrent comme adversaires et sceptiques du pouvoir, font face à une structure d'incitation mise en place dans notre société. Chomsky et Herman en parlent dans La fabrication du consentement. L'un des filtres du modèle de propagande est le retour de bâton, ce qui signifie que peu importe à quel point vous pensez être libéral, si vous adoptez une position qui diverge de l'orthodoxie dominante, surtout si cette orthodoxie est nécessaire pour promouvoir la guerre et la politique étrangère de l'establishment politique bipartite, vous ferez face à des réactions négatives. Vous allez recevoir des critiques, vous allez être insulté, vous allez être marginalisé. Vous n'allez pas être le bienvenu dans la société polie. Et c'est un pouvoir de dissuasion très fort. Même ceux qui se considèrent comme progressistes et libéraux, qui malgré peut-être même leurs meilleures intentions conscientes, veulent encore inconsciemment être invités sur MSNBC ou CNN, ou invités à des dîners et des choses comme ça. Stephen F. Cohen était une personne rare, qui ne se souciait pas de cela. Il se souciait de la vérité. Et malheureusement, parce qu'il était inébranlable dans son engagement envers la vérité, et parce qu'il croyait en la paix, il ne voulait pas alimenter les tensions avec la Russie, qu'il reconnaissait comme très dangereuses pour le monde. Il a été marginalisé par ses propres collègues du magazine The Nation, où il a écrit pendant de nombreuses années. Vous savez, l'émission où je travaillais, Democracy Now! Maintenant, quand j'étais là-bas pendant plus d'une décennie, nous l'avions constamment, et j'ai tellement appris de lui. Vous savez, il a changé mon opinion sur tant de choses, mais à un certain moment, même Democracy Now! A cessé de l'inviter au cours des 2 dernières années de sa vie. Il n'a jamais été réinvité. En fait, plus que cela, ce que j'ai trouvé si regrettable, parce qu'il avait raison. Malheureusement, trop de gens ont adhéré à Russiagate. Et c'est là que le deuxième élément des personnes qui ont été dupées par cela entre en jeu. Donc, c'était pas juste la dynamique standard où les gens sont inconsciemment incités à suivre le récit dominant. Il y avait aussi le fait qu'il y avait maintenant Trump. Et les gens, de manière compréhensible, avaient peur de Trump. Ils le trouvent répugnant, ils n'aiment pas Trump, et ils s'inquiètent de son programme. Mais ils n'ont pas fait de véritable réflexion critique. Ce n'est pas parce que Rachel Maddow et Adam Schiff vous présentent cette manière de s'opposer à Trump en le qualifiant d'agent russe que vous vous opposez réellement à Trump si vous suivez cela. En fait, j'ai toujours soutenu, dès le début, que le Russiagate était un énorme cadeau pour Trump. Parce que si vous êtes Trump, et que vous êtes comme Reince Priebus et ceux qu'il avait autour de lui à l'époque, et que votre principal objectif est de réduire les impôts pour les ultra-riches, de continuer le transfert de richesses vers le haut, de réduire Medicaid, de couper dans les programmes sociaux, quel plus grand cadeau pourriez-vous demander que d'avoir vos opposants qui vous défient sur la base de vos politiques réelles, plutôt qu'une théorie du complot stupide selon laquelle vous êtes contrôlé par Vladimir Poutine.
dumb conspiracy theory that you're controlled by Vladimir Putin. It was a huge gift to Trump politically. Aside from the fact that C'était un énorme cadeau pour Trump, politiquement, en dehors du fait que c'était simplement sans fondement. Et c'est pourquoi, encore une fois, je veux vraiment insister sur ce point. Il y a eu de plus grandes manifestations de la part des libéraux pour sauver le poste de Jeff Sessions, l'attorney général de Trump, qu'il n'y en a eu contre ces réductions d'impôts qui favorisaient les ultra-riches. Et donc, malheureusement, les gens n'ont tout simplement pas utilisé leur esprit critique lorsqu'on leur a dit sur MSNBC que c'était ainsi que nous devrions attraper Trump. Mueller va faire sortir Trump de la Maison-Blanche, menotté. Les murs se referment. Tout le monde, à cause de leur peur de Trump, a simplement suspendu ses compétences de pensée critique et a suivi le mouvement. Et c'est pourquoi Stephen F. Cohen a été marginalisé. Et encore une fois, parce que c'est un taux de soin pour échouer. L'empereur est nu. Tout le monde a été dupé par cela. Tout le monde a joué le jeu. Comme vous l'avez mentionné plus tôt, ceux d'entre nous qui ne l'ont pas fait, vous pouvez les compter sur, vous savez, un très petit nombre de doigts. Donc, non, il n'y aura aucune responsabilité pour cela. Quelqu'un s'est-il déjà excusé d'avoir poussé le Russia Gate, d'avoir fait perdre du temps à tout le monde avec ça? Comme toutes ces émissions de MSNBC qui ont couvert sans arrêt le temps de Mueller et tous les différents angles. Toutes ces personnes n'ont plus d'importance. Paul Manafort et tous les divers associés de la campagne Trump, qui dans la réalité n'avaient rien à voir avec une conspiration russe parce qu'il n'y en avait pas. Tout ce temps perdu. Il n'y aura pas de responsabilité pour cela. Je veux dire, c'était le contraire de la responsabilité. Ils se sont décernés des prix pour leur reportage inexact sur le Russia Gate et se sont autopromus. Mais j'ai juste une autre question. Je veux changer de sujet un instant et parler de ce qui se passe en Israël, un sujet que vous couvrez souvent. À chaque saison électorale, il y a un effort massif pour discipliner la gauche afin qu'elle se conforme au Parti démocrate néolibéral et peu inspirant. 2024 n'a pas fait exception. Mais contrairement aux années précédentes, où la gauche se ralliait vraiment fidèlement, il y avait un mouvement d'opposition important au sein du Parti démocrate. Et c'était à cause de leur soutien et de leur facilitation de ce génocide à Gaza. Et donc, le Parti démocrate avait un vrai problème. En conséquence, ils ont envoyé ce qui est vraiment une sorte de leur leader d'opposition contrôlé comme AOC. Vous savez, quelqu'un qui admet maintenant qu'elle n'est plus une force radicale anti-establishment. Elle est une joueuse d'équipe et ils ont été envoyés pour discipliner la gauche et dire « Hey, si vous votez pour Trump, il va aggraver cette situation, ce génocide. » Et vous savez, comme beaucoup de leurs prédictions, rien de tout cela ne s'est encore produit. Au lieu de cela, Trump a fait ce que Biden a refusé de faire. Il a mis la pression sur les Israéliens pour adopter un cessez-le-feu. Et nous verrons, vous savez, quelle sera la relation de Trump avec Israël, comment elle évoluera à l'avenir. Mais il est certainement vrai qu'il a fait plus à ce stade que Biden n'a jamais fait pour mettre la pression sur Israël. Et donc ma question est, vous savez, il y a ces types de gauche libérale qui prétendent être indignés par le génocide à Gaza. Ils ont voté pour Biden de toute façon, et ils ont décrété de manière inexacte, avec une telle certitude, qu'un vote pour Trump est un vote pour un génocide encore pire. Alors, qu'en pensez-vous? Permettez-moi de commencer par l'interprétation la plus généreuse et la plus sympathique que je puisse imaginer pour les actions de personnes comme AOC et Mehdi Hassan, qui essayaient de convaincre les gens de voter pour Kamala Harris en disant que Trump serait pire sur la question de la Palestine. L'interprétation la plus généreuse que j'ai pu trouver est qu'en gros, ils ont vu que les démocrates, sous Joe Biden, ont fait des choses sur le plan intérieur qui, je pense, sont meilleures pour les travailleurs et les personnes vulnérables que les républicains. Je pense que c'est vrai. Je pense que sur le plan intérieur,
les démocrates sont généralement meilleurs pour les travailleurs et les personnes vulnérables que les républicains. Je veux dire, regardez l'agenda de Trump et les personnes qui l'entourent. Je ne sais pas ce qu'il a en tête, mais les personnes autour de lui prônent ouvertement la réduction de Medicaid et la diminution des prestations pour les travailleurs. Biden, et cela a été négligé, je pense, a fait des choses authentiques qui ont aidé les travailleurs. Il y a eu beaucoup d'investissements dans la construction d'usines et la création d'emplois manufacturiers à travers le pays. Il y a eu l'effort réussi de réduire les prix des médicaments sur ordonnance pour certains médicaments, mais toujours d'une manière qui aiderait les gens. Trump n'a jamais fait cela. En fait, lorsque Trump est entré en fonction, l'un de ses premiers décrets a été d'annuler un ordre précédent de Biden visant à trouver des moyens de réduire le coût des médicaments sur ordonnance. Donc je pense que ces personnes regardent cela au niveau national et disent que les républicains représentent une plus grande menace pour les travailleurs que les démocrates. Les démocrates font certaines choses mieux pour les travailleurs. Donc, par conséquent, nous allons faire campagne pour eux. C'est l'interprétation la plus charitable que je puisse trouver. Parce que oui, comment pouvez-vous argumenter sur le cas de la Palestine? Ils ont fait l'argument sur le cas de la Palestine. Je sais. D'accord, très bien. Alors, en prenant une interprétation charitable, il voit le fait que ce que Trump a fait lors de son premier mandat, il a reconnu la revendication d'Israël sur le plateau du Golan. Il a déplacé l'ambassade des États-Unis à Jérusalem. Il s'est vanté que c'était essentiellement un retour d'ascenseur pour ses principaux donateurs, Myriam et Sheldon Adelson. Et il a nommé en Israël un ambassadeur, David Friedman, qui était un extrémiste radical. Et donc les gens pensent, eh bien, en fait, vous savez quoi? Cela pourrait empirer, parce que peut-être que le génocide pourrait maintenant s'étendre à la Cisjordanie et pas seulement à Gaza. C'est donc l'interprétation charitable. Mais vous avez raison, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Trump a, selon tous les témoignages, exercé des pressions sur Netanyahou pour arrêter le génocide. Et je pense que vous comparez cela à ce que Biden a fait, c'est-à-dire rien. Biden était prêt à être humilié par Israël à plusieurs reprises lorsqu'il prétendait faire pression sur eux pour permettre plus d'aide à Gaza, et il ne le faisait pas. Il affirmait que nous soutenons une solution à deux États, et Netanyahou disait qu'il n'y aurait jamais d'État palestinien. Il semble donc que Trump avait moins de tolérance pour être humilié par Netanyahou que Biden. Et oui, les personnes qui réprimandaient les autres pour voter pour Kamala sur la base de la Palestine avaient tort. Elles avaient tort. Et des personnes comme AOC, qui se sont présentées devant un public national à la Convention nationale démocrate, et ont dit que Kamala Harris et Joe Biden travaillaient sans relâche pour un cessez-le-feu, c'était un mensonge. Étonnamment, si AOC avait voulu être plus diplomate, sachant la vérité, qu'il ne faisait rien pour un cessez-le-feu. Ce qu'elle aurait pu dire, c'est que Kamala Harris travaillera sans relâche pour un cessez-le-feu, ce qui aurait également été un mensonge. Mais au moins, ce n'est pas un mensonge que l'on peut prouver jusqu'à ce que Kamala Harris prenne effectivement ses fonctions. Elle a faussement affirmé que Kamala Harris travaille actuellement sans relâche pour un cessez-le-feu, alors que Kamala Harris ne faisait rien pour un cessez-le-feu. C'était très honteux, et il devrait s'excuser, honnêtement, car ce n'est pas juste d'utiliser les corps des Palestiniens morts et leurs souffrances à des fins partisanes. Ce n'est pas juste de mentir sur ce que faisaient les démocrates pour vos propres objectifs partisans, même si vous croyez sincèrement que d'une manière ou d'une autre, Kamala Harris, si elle arrivait, serait meilleure que Donald Trump. J'ai juste une question générale sur l'opposition et le scepticisme envers les guerres à gauche.
car il semble qu'il y avait autrefois un grand mouvement anti-guerre à gauche. Maintenant, il semble que ça soit plus associé à la droite, en tant qu'opposition au financement de l'Ukraine, bien que, évidemment, l'opposition au financement de la guerre en Israël soit également importante à gauche maintenant. Mais même Bernie Sanders, en décembre de l'année dernière, était reposté par l'AIPAC. C'était un moment où tout le monde pouvait voir ce qui se passait dans le génocide. Ils ont déclaré dès le premier jour, pas de nourriture, pas d'eau, pas d'électricité. Ils ont dit, nous vous traiterons comme Amalek. Et il y avait une intention génocidaire claire dès le début. Et la gauche était pratiquement absente. Et ils votent tout le temps pour ces déclarations du Congrès qui condamnent l'antisémitisme aux États-Unis. Vous savez, je suis juif. Je n'ai jamais moi-même vécu d'antisémitisme. Je ne sais pas vraiment de quoi ils parlent ou de quoi ils sont si préoccupés. On dirait qu'ils sont plus préoccupés par les critiques d'Israël. Mais comment expliquez-vous la position de la gauche sur toutes ces questions? Et pourquoi sont-ils si incapables de s'opposer à ces choses de manière énergique? L'Ukraine aussi. La gauche, malheureusement, est pleine d'opportunistes et de dupes. Des opportunistes qui réalisent que s'ils veulent faire carrière à Washington, s'ils veulent obtenir, vous savez, des emplois dans les médias, des emplois dans des think tanks, des emplois au Congrès, vous savez, comme conseiller des législateurs. Alors il y a juste certaines lignes rouges à ne pas franchir. Donc oui, nous pouvons tous maintenant critiquer la guerre en Irak, maintenant qu'elle a déjà eu lieu et qu'elle est terminée, et l'Afghanistan aussi. Mais les guerres qui se déroulent réellement, si vous les critiquez, il y a une conséquence. Et vous n'allez pas être invité dans des endroits chics. C'est le même type de mécanisme d'application dont nous avons parlé plus tôt. C'est juste que si vous voulez en faire partie, il y a certaines choses que vous savez que vous ne pouvez pas dire. Par exemple, la guerre par procuration en Ukraine, lorsque la Russie a envahi en février 2022, tout le monde a soudainement oublié tous les principes d'être un gauchiste et un journaliste. À savoir que tout d'abord, nous devrions nous concentrer sur nos propres politiques, que nous pouvons contrôler, et aussi qu'il y a un contexte aux choses. Oui, il est très facile de croire que Vladimir Poutine s'est réveillé et a décidé, vous savez quoi, je veux prendre le contrôle de l'Ukraine parce que je suis un impérialiste, et c'est tout. Ou nous pourrions examiner le contexte qui l'a précédé, qui inclut le soutien des États-Unis à un coup d'État, l'expansion de l'OTAN et le fait qu'il y avait un accord de paix sur la table en 2015, appelé les accords de Minsk, qui aurait pu résoudre tout cela, mais que les États-Unis ont tout fait pour saper. Et tout le monde a oublié cela. Bernie Sanders, je ne pense pas qu'il soit au courant, parce qu'il ne se soucie pas vraiment de la politique étrangère autant que des millionnaires et des milliardaires. Mais c'est là que je blâme des gens comme Matt Doss, son conseiller en politique étrangère, qui se dit progressiste, qui est contre le complexe militaro-industriel, mais qui plaide également fermement pour le financement du complexe militaro-industriel via la guerre par procuration en Ukraine. Eh bien, une anecdote personnelle. Après l'invasion de la Russie, Matt Doss a écrit cet article sur ce que la gauche devrait faire à propos de l'Ukraine. Et l'une des choses qu'il a dites était, par exemple, que nous ne devrions pas nous engager avec The Grey Zone, qui est, vous savez, le média financé par Max Blumenthal, où je travaille aussi. Il a essentiellement émis comme un édit religieux, ne pas s'engager avec The Grey Zone. Et que disait-il là? Comme, dans un article sur ce que la gauche devrait faire à propos de l'Ukraine, pourquoi se soucie-t-il de The Grey Zone? Comme, qui s'en soucie? Et pourquoi les gens ne devraient-ils pas s'engager avec nous? La raison était que nous soulignions, je veux dire, il n'a pas expliqué ces raisons, mais les raisons me semblent évidentes. Nous soulignons le contexte nécessaire pour comprendre la guerre en Ukraine.
Et le contexte a montré qu'il y avait en fait des alternatives pacifiques à cela, et que les États-Unis ont joué un rôle majeur dans sa provocation. Cela ne justifie pas l'invasion de la Russie, mais cela montre simplement que nous avons joué un rôle et qu'il y avait de réelles alternatives qui, à l'époque, auraient pu être poursuivies et étaient effectivement en cours. Car au début de la guerre, la Russie et l'Ukraine ont eu des pourparlers de paix. Ils ont presque conclu un accord. Nous savons tous maintenant, cela a été confirmé par toutes les parties impliquées, que les États-Unis et le Royaume-Uni ont refusé de signer cet accord de paix, et donc il a été sapé. Et Matt Duss passe beaucoup de temps à se moquer de gens comme nous qui disions cela. Vous savez. Et pourquoi? Parce qu'il est quelqu'un, un officiel. Il travaille pour un groupe de réflexion. Il veut progresser. Et donc, vous savez simplement que si vous voulez progresser à Washington, vous devez rester dans certaines limites. Et c'est ce que font ces gardiens progressistes. Ils prennent les positions faciles. Comme bien sûr, tout le monde est contre le génocide. Il faut être un monstre pour soutenir ce que fait Israël. Mais sur les questions qui nécessitent un peu plus de réflexion et qui vous attireront plus de critiques pour être un dissident, tout le monde se range. Et c'est ce genre de pensée qui a tué la gauche anti-guerre. Ce sont des gens simplement dupés par la propagande de Russiagate. Et c'est à peu près tout le monde dans le spectre des médias progressistes. Tant de gens, je ne devrais pas dire tout le monde, tant de gens qui devraient savoir mieux. Comme mon ancien foyer, Democracy Now!, qui est une émission si importante, très noble, m'a appris tant de compétences importantes en pensée critique, l'a simplement abandonné dans la manie Trump. Et les choses se font maintenant avec plus de sophistication. Ce que vous ferez aussi, c'est qu'il y a beaucoup de choses, comme il y a une question d'agence, comme respecter l'agence du groupe X. Mais le problème, c'est que chaque fois que c'est dit, cela ne s'applique qu'à l'agence, des personnes qui soutiennent les récits de la Central Intelligence Agency. Donc, s'il y a des Ukrainiens ou des Syriens qui ne veulent pas participer à une guerre par procuration qui détruit leur pays, leur agence n'a pas d'importance. Et les États-Unis ont très habilement financé des groupes, des ONG, qui semblent en surface, mais qui poussent finalement toujours la ligne de l'État, la ligne pro-guerre. Et puis ils sont invités dans des émissions progressistes, y compris Democracy Now!, pour faire avancer cela. Par exemple, il y a quelques semaines, Democracy Now! A invité quelqu'un qui était largement financé par le National Endowment for Democracy. Et si vous regardez Democracy Now! Depuis ses débuts, vous apprenez à propos du NED, qui est essentiellement un groupe de façade de la CIA, qui finance des personnes pour favoriser la déstabilisation et le changement de régime. Vous pourriez regarder d'anciens segments sur Democracy Now! À ce sujet. Mais c'est comme si nous avions oublié cela maintenant, pour une raison quelconque. Et maintenant, les personnes qui prennent de l'argent du NED sont soutenues par eux. Maintenant, elles sont traitées comme des experts légitimes et les voix des pays que nous essayons de déstabiliser. Oui, je pense que David Ignatius ou Alan Weinstein ou quelqu'un d'autre l'appelle le sugar daddy des opérations ouvertes. Ils font ce que la CIA faisait autrefois secrètement. Ils le font ouvertement. Eh bien, Aaron, c'était vraiment un privilège de vous parler. Cela signifie beaucoup. Vous êtes l'un des journalistes les plus cohérents et les plus principiels qui existent. Où les gens devraient-ils aller pour soutenir votre travail? Comment peuvent-ils soutenir et lire ce que vous faites? Je suis sur Substack à aaronmaté.net. Je co-anime le podcast Useful Idiots avec Katie Halper, c'est usefulidiotspodcast.com, et The Grey Zone, qui est dirigé par mon ami Max Blumenthal, et qui pour moi fait un journalisme tellement essentiel. Sans The Grey Zone, sans le travail de Max, je ne sais pas où je serais. Donc je dois toujours mentionner Max, et j'encourage les gens à suivre ce qu'il prépare. Parfait. Eh bien, merci beaucoup d'être ici aujourd'hui. Merci.
much for being here today. Thank you.